La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure du décryptage de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Ce soir, Mesdames et Messieurs, le principe ne va pas changer, vous le connaissez. Nous recevons des journalistes et des analystes politiques avec qui nous passons 1 heure de temps pour analyser les sujets que nous avons retenus pour la semaine. Pour nous accompagner, Mesdames et Messieurs, ce soir, nous avons sur ce plateau Antaro Alassani, il est le directeur de publication du journal Vérité des Peuples. Alassani, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à RTD, bonsoir à tous les téléspectateurs, ceux qui prêtent, ceux qui ont qui nous regardent en ce moment même. Je fais coucou à tous les téléspectateurs. Voilà. Également sur ce plateau, Bernard Alognon, il est journaliste et analyste politique. Bernard, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir aux confrères, bonsoir à tout le monde qui nous suit actuellement. Voilà, nous allons, après cette présentation, ouvrir les débats ou les échanges avec ce tout premier sujet que nous avons retenu. Il est relatif à la déclaration du président de la République, Faure Gnassingbé, déclaration qu'il a faite en Allemagne et qui continue de susciter beaucoup de polémiques. À la suite de ces déclarations, deux camps ont affirmé que le président a affirmé une fois encore sa volonté à ne pas procéder aux réformes. Bernard Alognon, c'est la réaction que vous avez également après ces déclarations. Vous savez, le chef de l'État, lors de son interview la dernière fois à Berlin, je crois quand même que cette déclaration-là a fait soulever de vives tensions, et du moins sur les médias et autres, là, les populations, les leaders politiques, les personnalités du pays et autres. Mais il faut quand même resituer ou bien recentrer le débat en disant simplement que avant même que le chef de l'État ne fasse cette interview-là, il y avait eu une rencontre et qui avait regroupé pratiquement les premiers responsables de l'opposition et puis le parti au pouvoir. Et c'est de la bouche de M. Florent Maganawe que la caducité de l'APG qui avait permis au Togo de sortir d'une grande crise après l'arrivée en catastrophe et avec les va-et-vient constitutionnels qu'on a connus depuis le passé du chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, en arrivant au pouvoir. Il faut tout d'abord repréciser les choses en disant que en fait l'APG n'est pas tombée du ciel. Et dans cette logique, il est important de rappeler les conditions dans lesquelles les populations se sont adhérées à cet accord politique global, à l'époque signé, je crois, le 26 août 2006. C'est dû au fait que, au décès de feu général Gnassingbé et Adema, on a imposé un chef d'État. Les forces de l'ordre, les forces de sécurité, les militaires ont fait allégeance à M. Faure Gnassingbé comme quoi c'est lui qui est le président de fait au Togo. Voilà. Et la nuit là, ils ont changé la constitution à maintes reprises. Des va-et-vient constitutionnels ont été opérés. Maintenant, ça avait suscité pas mal de réactions au sein des populations. En fait, on n'a pas envie de revenir sur ces ces éléments douloureux au niveau des populations et autres, mais je crois quand même que c'est l'État ou bien le pouvoir, ou bien uni, représenté par M. Florent Maganawe, qui avait prononcé la caducité de l'APG, qui entraîne ce genre de rappel. Et je constate, je regrette même que, en fait, il faut avoir des conflits perpétuels avec le bon sens pour pouvoir enterrer de sitôt l'accord politique global. Et je considère également, pour ma part, que, en fait, il ne doit en aucun cas passer normalement par la tête de qui que ce soit d'enterrer cet accord politique parce que les populations ont trop souffert, les populations ont été meurtries, les populations ont été tuées et le seul engagement que le pouvoir en place avait pris à l'époque, c'est de faire tout et tout pour qu'on fasse les réformes institutionnelles, les réformes constitutionnelles, les réformes politiques et économiques dans le pays pour que le pays puisse avancer. Ailleurs,
on fait les réformes régulièrement pour que les choses puissent avancer. Mais si ici au Togo, on ferme les yeux sur ces choses-là, je crois quand même que c'est grave. Et nous devons vite nous réveiller pour que, en fait, on puisse attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'opérer les réformes dans un très bref délai. Vous partagez son point de vue, Alassane? Non, pas forcément. Moi, je voudrais d'abord situer l'APG dans son contexte, parce qu'on se rappelle encore qu'il y avait eu, c'était au sortir d'une élection présidentielle qui a été tout à fait contextée, et parce qu'il y avait eu des morts, on se rappelle encore, c'était des événements très douloureux. Alors il a fallu se retrouver devant le facilitateur pour s'accorder à un certain nombre de questions, par exemple, comment il faut immédiatement organiser des élections législatives. Et vous vous rappelez, c'était l'opposition qui était à la primature. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce que mon confrère à l'Oignon disait quand il a parlé de caducité. Et lorsqu'on situe l'APG dans son contexte, franchement, on ne peut pas parler de caducité parce que c'est vrai qu'il y a certaines réformes, parce que très tôt, on avait demandé à ce qu'on aille aux élections. C'est vrai que ces élections ont été organisées, on connaît un peu comment ça s'est passé avec certaines contestations, mais il y a certaines questions qui sont restées en suspens. Et la caducité dont on parle, c'est pas Bernard qui parle de caducité. Je ne refuse pas, je dis lorsqu'il évoque cela, parce que c'est un représentant de UNI qui l'a dit. Donc moi je ne crois pas qu'aujourd'hui on peut parler de caducité, parce qu'il y a des questions qui sont restées en suspens. Donc, pour revenir un peu sur la déclaration de Faure en Allemagne, Faure a demandé à ce qu'on essaie de discuter ensemble, c'est-à-dire et la classe politique dans son ensemble, la société civile, la population, et il a dit qu'on le fasse sans arrière-pensée. Ça n'engage que le chef de l'État, parce qu'il sait pourquoi il a dit. Aujourd'hui, les réformes sont nécessaires dans ce pays, parce que lorsque vous êtes dans un pays qui aspire au développement, lorsque vous êtes dans un pays qui se veut démocratique, c'est tout à fait normal qu'on fasse des réformes économiques, politiques, réformes institutionnelles et constitutionnelles. Même en se référant à l'APG a quand même dit qu'il faut aller aux réformes. Il y a ces réformes-là, on ne peut pas aujourd'hui, sur la base des sautes d'humeur, enterrer l'APG. C'est vrai, les gens parlent de la durée. Parce que depuis 2006, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Mais tant que nous sommes dans un pays et que ces réformes n'ont pas encore été opérées, on ne peut pas, dans ce cas d'espèce, parler de caducité. Voilà. Et il parle de réformes, effectuer des réformes sans penser, sans arrière-pensée. Est-ce que on ne peut pas dire que son parti n'a pas d'arrière-pensée quant à ces réformes? Non, le chef de l'État est en train d'endormir les populations. Ça, il faut avoir le courage de le dire de sitôt. Parce qu'en disant qu'ils vont essayer, ils vont laisser ce problème de réforme et autres, là, on met des intellectuels togolais et autres. Qui sont ces intellectuels? Ils parlent des universitaires. Ils ont fait une sortie médiatique. Qui sont ces universitaires? Qui remettent également en cause cette Qui sont déclaration. ces universitaires? La question mérite d'être posée. La Constitution de 92 a été fondamentalement votée par les populations. Les intellectuels se sont impliqués. Beaucoup de franges de population et qui ne sont pas négligeables se sont impliqués dans la mise en place de cette Constitution de 92. Voilà. Si nous revenons après l'APG, vous allez me dire que ceux-là qui ont rédigé l'APG et que l'accord a acquis l'assentiment de toute la classe politique ne sont pas des intellectuels. Voilà. Vous allez me dire ça. Autre chose que je voudrais vous apporter comme élément édificateur, la CVJR a été mise sur pied par le chef de l'État. Donc ce sont des analphabètes qui se trouvent dedans. Je prends le cas de Monseigneur Bariga. Vous connaissez sa teneur, sa couleur. Hein? Je prends le cas de, comment ça s'appelle, Monsieur Ahadi Nounou, un grand juriste. Hein? Un grand juriste incontournable du Togo et qui a pendant longtemps fait ses preuves à la tête de l'université togolaise, même s'il y a des coquilles. Mais nous ne sommes pas en train de parler de ces coquilles-là. Mais au sortir de l'APG, il y a un rapport qui a été présenté ou bien il a été remis officiellement au chef de l'État en 2012, demandant au chef de l'État de mettre en œuvre un certain nombre de recommandations, de tenir compte de ces recommandations. Et parmi ces recommandations, tenez-vous bien, il y a la limitation de mandat, il y a les élections à 2 tours, il y a pas mal d'informations qui se trouvent là-dedans que le chef de l'État doit faire.
Aujourd'hui, s'il vous plaît, le H-Kroon, elle est analphabète. Qu'est-ce qu'il veut mettre dans la coquille ou bien dans le terme intellectuel exactement? Voilà. Moi, la question mérite d'être posée. Mais je crois quand même que c'est également une façon d'agir, de faire repousser toujours et toujours les réformes, le fait de les opérer, pour que, en fait, tout le monde puisse se lasser et dire que non, ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. En fait, nous, en tant que également des acteurs de la société civile et autres, nous regrettons, même si les responsabilités sont partagées, il revient au chef de l'État actuel, M. Faure Gnassingbé, de prendre son courage à deux mains pour opérer les réformes, parce que ce n'est pas moi qui suis plébiscité chef de l'État en 2005, et qu'on aurait tué les gens, et que les gens soient partis en accord pour pouvoir établir un accord politique global afin que le pays puisse retrouver le calme. Ce n'est pas moi. Voilà. Donc il revient au RPT d'antan et actuellement uni dans le pays de faire un effort pour opérer les réformes. Voilà. L'opérabilité ou bien l'opérationnalité de ces réformes-là revient à la majorité. À la majorité, certes, mais ne donnez pas raison à ceux-là qui pensent aujourd'hui que la démocratie est confisquée. Voilà. Démocratie confisquée, c'est peut-être une appréhension, hein, c'est pas peut-être. Michel Hassani, mais moi, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit, hein, c'est-à-dire cette déclaration du chef de l'État où il demande, par exemple, Bernard est revenu tantôt sur la question de confier le travail aux intellectuels. Est-ce que les intellectuels n'ont pas travaillé sur ces problèmes? On a eu Togo Télécom, le dialogue, il y avait des intellectuels des différents partis politiques, même pour essayer de trouver une sortie de crise à notre problème, mais apparemment ça n'a rien donné. Avant de répondre à cette question, je voudrais un peu revenir sur la Constitution de 1992 dont fait cas Bénin, confrère à l'Union. C'est une constitution qui a été largement plébiscitée par le peuple togolais. Voilà. Mais si aujourd'hui cette constitution a été touchée, retenez que, en fait, c'est parce qu'en 2012 et en 2002, excusez-moi, l'opposition a donné libre cours au parti RPT à l'époque de pouvoir disposer de 4/5 pour pouvoir modifier cette constitution. Et c'est ça qui crée le danger aujourd'hui. Il y a un danger réel parce que, moi je vous parle sérieusement, les politiciens et la société civile, la population, ils ont un seul problème, c'est la limitation de mandat. Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle de scrutin uninominal à 2 tours, ce n'est pas ce qui intéresse les Togolais. Hein. Donc, je voudrais un peu revenir sur cette question pour faire remarquer que, en fait, c'est l'opposition qui a donné libre cours au RPT de pouvoir bénéficier. Oui, mais est-ce qu'il faut revenir encore sur ces détails alors qu'il y a oui, bon, en fait, il a évoqué, le confrère à l'Union l'a évoqué, donc il faut un peu faire éclaircir un peu les choses, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que, en fait, cette constitution qui a été plébiscitée par le peuple, qu'on dise que non, que c'est par un coup de baguette magique que le pouvoir... cette modification a été faite à des fins politiques, à des fins personnelles. Bon, en fait, est-ce que ça avait acquis la... Je ne partage pas forcément votre point de vue. Sur la démocratie, c'est quoi? C'est la loi de la majorité. En fait, le boycott n'a jamais été une arme. Dans le cas spécifique même du Togo. Oui, mais la constitution a été plébiscitée par le peuple togolais. Est-ce que sa modification si au moins l'opposition était à l'Assemblée nationale, elle allait dire son nom. Mais c'est qu'il n'y avait pas l'opposition, c'était une assemblée unicolore. Et alors, il fallait faire. Puisque en politique, retenez que les coups, même les plus tordus, sont permis. Donc, c'est à des fins politiques, comme vous le dites, mais il fallait que ça arrange le RPT, donc ils ont modifié. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir sur la déclaration de Faure Gnassingbé, moi, je me dis que si vous parlez de cette frange de la population, les intellectuels, comment on les appelle, les universitaires, voilà. Tout le monde, on a eu CVJR, voilà. On a eu tant de choses, par exemple les dialogues, mais les dialogues, moi je le précise, le pouvoir a quand même cette intention, parce que Faure même nourrit l'intention de faire des réformes, mais lorsque vous parlez des dialogues, les dialogues
qui n'ont pas abouti, c'est l'opposition. Oui, mais il n'a pas montré cette volonté à faire les réformes. Non, mais lorsque vous... Quand nous prenons par exemple le CPDC, il y avait CPDC. Oui, il y a les CPDC et autres, il y avait quand même... On a vu toutes les machinations qui... Non, voilà. Mais quand on revient un peu sur sa déclaration à Berlin, il a dit... Oui, mais ce sont des déclarations intentionnelles. Nous sommes sur le terrain politique, Daniel. C'est sur le terrain politique qu'il faut que vous compreniez. Est-ce qu'il faut des actes, ce n'est pas juste des déclarations intentionnelles? Il n'y a pas de problème. Mais le chef de l'État, il a dit qu'il y a des réformes qui sont en cours. Ça veut dire que lui-même intérieurement nourrit le besoin qu'on fasse des réformes. Mais maintenant, comment il faut faire ces réformes? C'est pour cela qu'il a dit, sans arrière-pensée, les intellos sont là, les universités sont là, et la classe politique... et la société civile et la population peuvent y plancher. Mais moi, je crois... On a déjà eu... Est-ce que Jacques... Non, je crois que... Voilà. Je vais allez-y rapidement. Voilà. Je crois que, moi, à mon humble avis, il y a quand même dans ce pays une Assemblée nationale. Et il y a une commission des lois à l'Assemblée nationale qui peut, ou bien qui a le pouvoir de se plancher sur les réformes. Voilà. Vous savez, s'il vous plaît, je voudrais qu'on recadre le débat. Parce qu'on n'est pas ici pour se ridiculiser. Je voudrais dire une chose. La première des choses, c'est quoi? C'est que, en fait, le président Faure a pris les engagements nécessaires pour qu'il fasse lui-même les réformes avant les élections de 2010, oui ou non? Dans son discours à la nation le 27 avril précédent 2010. Je mettrai tout en œuvre pour opérer les réformes avant les élections présidentielles. Il a fait. Est-ce qu'il a fait? Quand mon confrère dit que non, il nourrit l'envie de faire les réformes, bon, vous êtes sûr de Faure Gnassingbé? Mais il a dit. Il a dit. Mais qu'est-ce que vous... Il faut un peu décrypter un peu. Oui, non, nous tous nous décryptons. C'est pas un message démagogique. Non, écoute, nous sommes en train de décrypter ça. Mais quand nous décryptons ce qu'il dit, il faut décrypter également les actes qu'il pose. C'est ça même l'objet c'est ça même la base de notre métier du journalisme. Il faut voir, il faut concilier les deux. Sinon, on risque d'aller dans les rabais. Il dit qu'il va opérer les réformes. Depuis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, il y a plusieurs 27 avril qui se sont passés, qui se sont succédés. 2010 à 2015, vous imaginez un peu ce que ça peut être. Jusqu'en 2016, on veut envoyer ces réformes-là dans les mains des intellectuels du pays. Mais, mon frère, excusez-moi, vous donnez du moins espoir à votre enfant, comme quoi vous allez lui acheter un vélo pendant 10 ans. Et après, vous dites que ce sont les oncles sur lesquels vous ne comptez même pas, vous n'êtes pas sûr que ce sont ces oncles-là qui vont vous faire. Parce que moi, j'ai déjà pris l'engagement, ce sont les oncles qui vont venir nous acheter le vélo. Je ne crois pas à ça. C'est pour cela, moi je dis, je propose quand même qu'il y a au moins des acteurs qui sont là, les acteurs qui ont signé l'accord politique global, qui sont là. Il vaut mieux se retrouver entre eux rapidement et définir l'opérationnalité de ces réformes-là le plus rapidement possible pour lancer le pays. Voilà. C'est important. Est-ce que le fait même de dire que la PG est caduque ne montre pas la volonté de ce régime de ne pas vouloir opérer la réforme? Parce que la PG avait préconisé tout cela. Mais permettez que je fasse remarquer que, en fait, c'est un représentant de UNIR. Ouais, il a parlé au nom du parti. Il a parlé au nom du parti, je ne refuse pas. Mais je crois que le chef de l'État a pris à contre-pied ce qu'il avait dit. Parce que dans cette interview, si vous avez bien lu, ou bien vous avez bien écouté la déclaration, il a dit que le débat doit s'ouvrir, que le débat et les réformes même sont en cours. Il a dit, vous savez, au sein de l'UNIR, même pratiquement dans tous les partis politiques, il y a des élèves. Peut-être qu'il a dit à des fins, je ne sais pas, c'est des ailes. Est-ce que le directeur, lors de cette conférence de presse, vous vous rappelez qu'il y avait le directeur de la décentralisation qui a dit qu'il faut qu'on prenne ces réformes-là au sérieux. Moi, personnellement, je sais que ces réformes sont importantes pour que le pays décolle. Mais lui, il a dit, être à des ailes, pour faire ailes ou bien pour plaire
à quelqu'un. Mais nous sommes sur un terrain politique et très glissant. Hein. Bien sûr, il faut quand même que vous compreniez cela. Est-ce qu'on peut se permettre de telles erreurs? Ce sont des bévues. Hein. Moi, aujourd'hui, je reconnais. C'est pour cela que je vous dis que lorsque vous situez l'APG n'est pas caduc, on ne peut pas le dire. La question que moi je me pose, pourquoi vous allez reconnaître l'erreur de quelqu'un d'autre à sa place? C'est la question que moi je me pose. Si c'est effectivement du zèle et que c'est une erreur, ne reconnaissez pas cette erreur. Il n'a qu'à lui-même reconnaître ses erreurs. Ça, c'est nous sommes ici pour décrypter la situation. Effectivement. Sinon, si c'était une erreur et qu'il le reconnaît, normalement, il devait revenir pour dire que, ah non, j'ai commis une erreur la dernière fois en disant ça. Peut-être à une occasion donnée, il peut le dire. Ou bien ça, moi, je le sais. Mais je sais que même au sein du NIR, je vous jure qu'il y a des gens qui sont conscients qu'il faut aller aux réformes. Parce que les réformes sont nécessaires. Oui, vous voulez le développement. Il y a des réformes qui sont là. Faites les réformes. Faites les réformes, c'est tout à fait normal. Voilà, je vais vous proposer d'avancer dans ces échanges. On va parler cette fois-ci du HCRUM, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale au Togo, qui compte organiser d'ici quelques jours déjà une première réunion, une première assise avec plusieurs acteurs de la classe sociopolitique togolaise. Mais il faut dire déjà que cette rencontre a déjà fait beaucoup de mécontents parce que plusieurs partis n'ont pas été associés déjà à ces premières rencontres. Je ne sais pas si vous avez eu écho de cela. Oui, effectivement, les voix s'élèvent pour contester vraiment l'organisation de cette rencontre-là par le HCRUN et autres. Ils sont sur un terrain politique, c'est leur rôle. Bon, ils n'ont qu'à continuer dans cette logique-là. Moi, j'ai une autre appréhension de la chose. Parce que moi, je considère quand même que le HCRUN, la mission qui lui a été confiée normalement, il est en train de se départir de cette mission-là pour aller vers autre chose. Pourquoi vous le dites? Je le dis parce que ce département, en fait, est censé établir un certain nombre de vérités, ça c'est un, en réparant des dommages, en dédommageant certaines victimes et en se penchant sur des problèmes de grande envergure dans le pays. Le rôle que veut jouer le HCRUN actuellement à travers ce truc-là n'est pas le sien. Pourquoi vous le dites alors? Ce truc-là revient normalement à la société civile déterminante du pays. Est-ce qu'il y en a encore? Notamment, est-ce que nous avons encore... Mais bien sûr, comment il n'y a pas de société civile? Parce qu'on dit qu'elle est colorée, parce que pour faire ce travail, il faut être impartial. Non, mais est-ce que HCRUN est impartial? Si vous me dites ça, est-ce que HCRUN est impartial? HCRUN n'est pas impartial parce que c'est l'État qui a mis ça là en place et qui est au pouvoir actuellement. Alors, selon vous, quelle est la bonne formule? La bonne formule, je le dis, et c'est la société civile qui doit faire ce travail-là. La preuve, la société civile a organisé une rencontre des partis politiques la dernière fois. Les intellectuels également ont participé et vous avez vu comment les choses sont sorties. Et c'est ça ce qui crée, qui donne la vie au débat actuellement dans le pays. Le HCRUN de faire quoi? De mettre en œuvre les recommandations selon les informations de la CVJR. Mais écoutez, est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à HCRUN normalement? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. On a besoin d'aller jusqu'à HCRUN. On ne devrait pas créer ça. On ne devait même pas créer ça pour faire économie des dépenses. On a des bailleurs. Quels bailleurs? Les bailleurs peuvent faire autre chose. Notamment, vous voyez notre CHU qui se trouve là-bas dans des états que je n'arrive même pas à délabrement avancer. Le peuple togolais vit dans un misérabilisme aigu, misérabilisme sans précédent. La pauvreté est là. Vous donnez 500 francs à quelqu'un, la personne vous remercie comme si c'était vous qui êtes son Dieu. Vous allez à l'intérieur du pays où les gens n'arrivent même pas à avoir de l'eau. À Gapé, ici, vous allez à Tchévier, un peu plus proche de l'eau, mais vous allez là, il faut voir l'eau que les gens prennent là-bas. Et les femmes utilisent cette eau-là pour faire, excusez-moi, faire la toilette intime. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire comportement. Les bailleurs n'ont qu'à prendre ces sous-là et financer d'autres choses que de faire ça. Le chef de l'État a l'obligation de faire les réformes là. Il faut laisser le HCRUN et autres là de côté.
l'accord politique global a tout dit. La CVJR a tout dit. Si on va de commission en commission, etc., nous allons nous en sortir avec une note très bonne, 18 sur 20 en création de commission, mais en application, on va être toujours médiocre, 2 sur 20. Et ce n'est pas bien. C'est très lamentable pour notre pays. Voilà. Le Ashkroun, réaction? Oui, le Ashkroun, en fait, n'est pas en train de se départir de sa propre mission. Moi, je crois que c'est une contribution que le Ashkroun est en train d'apporter. Parce qu'aujourd'hui, le Ashkroun veut s'impliquer dans le processus pour décrypter un peu cette atmosphère délétère au sein des partis politiques, au sein de la classe politique dans son ensemble et au sein de la population. Est-ce qu'elle a cette carrue pour aboutir cela? Elle a cette carrue parce que déjà elle rend 100 personnes. Je me dis que bon, le Ashkroun, en principe, toutes les questions qui intéressent la nation, le Ashkroun doit nécessairement aller dans ce sens-là pour concilier les gens, pour une réconciliation. Mais là où je ne serais pas d'accord avec le Ashkroun, s'il faut mettre certains sur le carreau, là, ça veut dire qu'il y a c'est sélectif. Si c'est sélectif, ça veut dire que là, ils ont une autre idée derrière la tête. Madame Dabouya, Awanana, a peut-être une idée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, la CDPA a sorti comme quoi, c'est-à-dire on n'a même pas précisé la place qui est réservée. Voilà, il n'y avait rien dans le protocole, pas de rien. Voilà. Dans ce sens, moi, je ne serais pas d'accord avec le Ashkroun. Mais si le Ashkroun veut créer les conditions favorables pour la mise en œuvre des réformes, c'est tout à fait normal parce que tout le monde a besoin de ces réformes aujourd'hui dans ce pays et permettre qu'il y ait une compréhension commune du concept même des réformes politiques dans ce pays parce qu'on en a besoin. Mais mettre les gens sur le carreau, ça serait comme faire c'est pas une certaine sélection, ça serait très difficile pour... Oui, mais Bena parlait tantôt que c'était peut-être une création de plus qui n'allait rien donner. C'est l'impression que vous avez, parce qu'on a eu la CVJR qui a fait des recommandations, mais il y a plein de trucs qu'on a créés, mais qui n'ont toujours pas apporté des réalisations sur le terrain. Oui, là je suis parfaitement d'accord, parce qu'aujourd'hui le Togo est sorti, revient de très loin, avec l'économie qui était très exsangue avant même l'arrivée de Faure Gnassingbé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des améliorations? On nous parle de 6%. Est-ce que c'est il y a quand même des améliorations. Quand on parle de 6%, mais il faut que ça se ressente dans le quotidien. Bien sûr, mais je crois que moi je vais vous dire une chose. Chez nous, on dit on ne peut pas tomber d'un arbre et commencer par marcher, prendre sa démarche initiale. Ça veut dire que le Togo revient de très loin. Il y avait des trous, comme on le dit. On a fait plusieurs années à même en bien sûr. Changer beaucoup de choses. Ça fait 10 ans que Faure est arrivé. Mais ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, 11 ans. Durant au moins les 10 ans, vous voyez quand même qu'il y a un petit changement. Je ne dis pas que le Togo, que ça va. Non. Il y a encore des chantiers. Le changement peut-être avec les routes, mais oui, bien sûr. On parle économiquement parlant. Économiquement, quand on parle de l'OTR, par exemple, l'OTR, on sait ce que... Il y a des réformes économiques. Oui, les recettes, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Non, mais il y a quand même des recettes. Ils nous avaient promis un montant. Ils ne sont qu'à leur première étape. Et ils ont fait plus de 500 milliards. Et donc, en fait, cette année, ils veulent aller au-delà de 500 milliards. Ça veut dire que il y a quand même une amélioration dans le domaine économique. Mais moi, je ne dis pas que tout est rose. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer pour que ce pays-là se hisse dans le firmament du développement. Voilà. Vous savez, c'est de jouer de nécessité en politique en disant en fait que non, il n'y a rien qui soit fait. Dès que M. le Président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir et autres, voilà, le boulevard là, ça a été rebâti. Oui. Parce que nous sommes d'accord. Ouais, il y a certaines politiques qui ont été faites. Mais il me paraît quand même judicieux de dire ici actuellement que le président Faure n'a pas la situation togolaise en main. Pourquoi vous le dites? Je le dis pour beaucoup de raisons. Je peux même aller jusqu'à donner 2, 3. Quand on interpelle les ministres et ils viennent,
au niveau de l'Assemblée nationale. Et que certains députés, même de la majorité, ne sont pas présents. Mais on ne refuse pas. Mais ce que viennent déclarer ces ministres-là et autres-là, dans un État... Vous faites allusion au cas Yassor et tout. Que ce soit Yassor, que ce soit le ministre des Travaux publics et voilà. autres, on serait dans un pays où le chef de l'État a véritablement tous les manettes à main. Il n'y aura pas ce désordre. Il n'y aura pas ce désordre. Ce que ces ministres-là viennent dire parfois, c'est écœurant. Je les appelle ministres parce qu'ils sont, du moins, à des postes conséquents actuellement. Je prends un exemple. Prenons le cas, par exemple, de la route Collège Saint-Joseph-Vaughan. Ouais. Comment le ministre peut dire qu'on a donné l'argent comment ça s'appelle, au prestataire de services. Il est parti acheter le matériel avec les sous. Et on lui pose la question de savoir pourquoi vous ne l'avez pas arrêté. Vous ne l'avez pas arrêté. Si on veut l'arrêter, il va fuir. Qui peut fuir du Togo ici sans que c'est les agents de renseignement? Je dis bien les agents de renseignement au Togo ici ne puissent pas mettre la main sur lui. Donnez-moi un exemple. Pourquoi on ne peut pas l'arrêter? La route est là. Vous avez prévu récupérer cette route-là quand? On a prévu livrer la route là en juillet passé. Mais nous sommes déjà à combien de mois de juillet passé? Et voyez l'état dans lequel se trouve. Elle est bloquée. Hein? La route est pratiquement bloquée. Voilà. La question qui me taraude l'esprit, cette façon-là de réagir, cette façon de présenter, de planter le décor, ne donne pas raison à ceux-là qui ont été inculpés dans cette, comment ça s'appelle, dans cette affaire de dilapidation de sous au niveau de cette route-là. Ça, c'est la première question qui me passe par l'esprit. Deuxième des choses, vous ne pouvez pas réclamer ces sous. Comment vous allez faire maintenant pour trouver les sous après et venir faire ce genre de choses? Ça me permet de retourner dans le passé en disant, quand l'affaire des mousquets imprégnés était arrivée sur le tapis à l'époque, avec M. Agba et autres, qu'est-ce qui s'est passé? Soyons sérieux. Il a fallu qu'à l'Assemblée, on remette du moins cette ligne-là dans le budget qu'il faut voter pour l'année à venir, afin que les contribuables togolais puissent payer ça là aux bailleurs. Est-ce que vous comprenez cette médisance? Ça crée de la frustration. En tant qu'intellectuel, c'est intolérable. C'est inadmissible. Est-ce que nous sommes d'accord? On n'est plus au temps de la vieillerie, on n'est plus au temps de Louis XIV, on n'est plus au temps du rococo pour vivre ce genre de choses, pour vivre cette opacité. Les gens ont dit qu'ils ont beaucoup fait en matière de réforme. Comme quoi, ils ont avancé. C'est ce que M. Florent Maganawe avait dit la dernière fois. Ils ont fait beaucoup de réformes. La réforme économique, c'est où? La réforme pour pouvoir contrôler les actes de ces gens-là qui prennent les marchés en matière de passation de marché, là, c'est où? L'exact, hein, c'est-à-dire, il faut déverrouiller les institutions là qui se trouvent là-bas, bloquées, fermées. Unir à tout l'appareil d'État en main. Les populations là sont en face et regardent simplement ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont rien à dire. Ils sont là. Et quand vous les interpellez, ils ne viennent que dire, est-ce qu'on veut faire avancer le pays ou bien on veut toujours marquer les pas? Être sur place et marquer les pas. Voilà. Vous voyez, tout ça là, ça écoeure. Ça crée de la frustration et les gens quittent le pays. Voilà. Et eux, ils sont fiers. Parce que, bon, mais écoutez, ils n'ont qu'à partir. Nous serons là, nous allons le gérer à notre manière. Et c'est bien. Voilà. L'histoire retient au moins une chose. Dans telle période, c'est comme ça on a gouverné. Monsieur, le général Adema est décédé. On a fait son bilan, non? Vous avez vu. On verra bien. Voilà, je vais proposer qu'à l'intervention, on va parler cette fois-ci, on va effleurer, si vous voulez, la crise au sein du CAR. M. Alassane, vous suivez cette crise de près avec cette dernière réunion tenue par les différentes fédérations, voilà, du parti. Qu'est-ce que cela suscite en vous, en tant que journaliste, cette situation au sein de ce parti? Il faut dire qu'au CAR, rien ne marche au CAR. Et cette crise dure depuis 7 mois, parce que c'est depuis novembre 2015, si j'ai bonne mémoire. 7 mois pour un parti politique sans activité. Il y a un blocage systématique.
c'est quand même écœurant. Écœurant en ce sens que il y a en fait quelqu'un qui est censé déverrouiller cela, mais qui reste toujours claquemuré dans un mutisme qui ne dit pas son nom. C'est Maître Apévon. Maître Apévon, c'est le président national du parti, qui a déjà passé 8 ans à la tête de ce parti, mais ne veut pas libérer le plancher. Et c'est là où la crise est née. Chacun essaie de donner son point de vue par rapport, parce que ça dépend de quel côté on est. Chacun tire le droit de son côté. Mais quand nous prenons Apévon, ces partis ne sont pas l'image du pays, parce que le président, s'il ne veut pas libérer son fauteuil présidentiel, ça doit que se perpétuer. Non, mais ça, c'est un cas particulier. Pourquoi? On parle d'un parti politique. Ah oui, mais on ne parle pas pays, de l'appareil étatique. L'appareil étatique aussi doit être... Bon, ça ne dépend que de ça. En fait, c'est votre point de vue. Mais moi, je crois que... C'est pas mon point de vue, ce sont des interrogations, j'ai des questions que je Bon, c'est des questions que tu te poses. Voilà. Mais moi, je crois que le cas spécifique du CAR, aujourd'hui, il y a un blocus. Et ce blocus-là est incarné par Maître Apévon. Libère le plancher. Parce que lorsque ça s'est passé, ça a commencé, et on se rappelle que il y a un comité directeur. Et ce comité directeur-là est chargé maintenant de décrypter la crise. Le comité directeur ne s'est plus réuni. On demande à Maître Apévon maintenant de convoquer le congrès électif. Il ne veut pas convoquer le congrès. Et ce que nous avons eu comme information sûre et digne de foi, il a organisé une tournée sur l'ensemble du territoire national, où il a expliqué aux fédérations comme quoi il a l'intention de créer son propre parti. Donc c'était une stratégie politique comme quoi il faut engloutir les fédérations pour son propre parti. Ce que les fédérations ont compris. Donc la semaine dernière, je crois samedi dernier, lors d'une conférence de presse, les fédérations, sur les 36 fédérations, il y a 33 qui se sont présentées. Voilà. Et ils ont adressé une pétition à Maître Apévon comme quoi il faut déverrouiller le système, convoquer le congrès électif. Si effectivement l'Assemblée décide que Maître Apévon doit revenir aux commandes, il n'y a pas de problème. Mais selon les statuts, il a déjà passé 8 ans à la tête. Donc il faut en fait qu'il libère. Donc vous n'allez pas me dire aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui parlent de machination, de certains cadres du parti, comme quoi ces fédérations ont été manipulées. Mais retenez, c'est la loi de la majorité. Voilà. Sur les 36, il y a 33 qui demandent à Maître Apévon. Je crois que pour l'amour de ce parti, pour que les choses marchent au CAR, il faut nécessairement, parce que en tant que légaliste, Maître Apévon a quand même le devoir de convoquer un congrès pour que l'Assemblée essaie de voter pour voir qui doit remplacer Maître Apévon. Mais Maître Apévon avait déclaré que lui ne laisserait pas le parti avec sa coquille. Donc ça veut dire qu'il veut vider tout pour créer son propre parti. C'est un peu malsain de sa part. Oui, vous savez, à l'entame de cette crise-là, au départ, moi, j'avais tout simplement dit qu'il aille au Congrès. Parce qu'à l'époque, il y avait des bruits qui couraient, comme quoi, qu'il ne doit pas avoir Congrès, il doit avoir Congrès. Mais il revient à une seule personne de convoquer le Congrès. Et c'est le président. Et nous sommes d'accord. C'est ça, moi, ma pensée, ma philosophie. Je ne vais pas trop tergiverser sur ce dossier parce que, en fait, ce que venait de dire mon frère, les fédérations se sont prononcées la dernière fois pour demander à ce qu'un congrès soit convoqué le plus rapidement possible. Voilà. Ils n'ont qu'à être dans cette dynamique et autres. Mais ce que je voudrais faire observer, le CAR ne peut pas s'éteindre comme ça. Il faudra quand même que la vie revienne au niveau de ce parti. Et pour que les populations puissent réellement, vous voyez, réellement retrouver leur lettre de noblesse dans la vie que ce parti leur donnait de par le passé en matière de raisonnement et autres, tout ça, là, etc. Je continue toujours par croire que, comment ça s'appelle, la sérénité reviendrait au sein de ce parti pour que l'ensemble, l'entité CAR, comme on l'entendait de par le passé, puisse aller de l'avant comme cela se doit et autres. Et je considère également qu'il faut que les uns les autres arrivent à prendre tout simplement quoi? La dose de
la dose de calme pour régler ce problème-là en famille, comme ils savent le faire, comment ça s'appelle, rigoureusement, et ils savent aussi prodiguer des conseils dans d'autres parties quand le problème Mais est-ce se que pose. ça serait possible, parce que vu l'ampleur même de la situation, nous avons appris la semaine passée la situation qu'a vécu l'honorable Kissi à Vaughan. Non, la situation qu'a vécu l'honorable Kissi à Vaughan la dernière fois est déplorable. Monsieur, ça, bon, on peut considérer que c'est une cuisine interne, mais on doit dépasser cet entendement-là. Nous sommes d'accord? C'est pour cela que moi, personnellement, je fais quoi? J'apprécie beaucoup la constitution béninoise. La constitution béninoise donne l'opportunité à chaque citoyen de saisir la Cour constitutionnelle. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pas le cas chez nous? Non, c'est pas le cas chez nous. Et je regrette, c'est pas le cas. On doit en arriver là. Supposez une minute que c'est, comment ça s'appelle, c'est un ministre qui a été frappé la dernière fois au cours d'un atelier et autres. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Il va sévir. Alors, un député qui a reçu des coups à quelque part, qu'est-ce que le gouvernement normalement doit faire? Il doit réagir. Il doit réagir normalement. Le gouvernement s'est tué. Mais c'est un député, c'est sur un député que la main a été portée. Supposons que c'est un autre député ailleurs. C'est pour cela, en tant que comment ça s'appelle là, je crois que c'est le capitaine ou bien le lieutenant qui avait asséné un coup à M. Jean-Pierre Fabre là. Comment ça s'appelle, au niveau de la gendarmerie, au niveau de Salem à l'époque. C'est pas quelque chose que nous avions apprécié. On ne peut en aucun cas frapper un député. Ça n'a pas de sens. On ne peut en aucun cas porter des coups sur un député. D'ailleurs, même sur un citoyen, lorsque vous lui donnez, il porte plainte contre vous pour coups et blessures et autres. Je crois quand même que il faudra quand même mettre des garde-fous autour de ce genre de choses pour qu'à l'avenir, ce genre de choses ne se reproduisent plus. Donc moi, je crois quand même qu'avec ça, là, ça peut quand même donner des leçons aux uns et aux autres de se retenir. C'est un combat d'idées entre les élus du peuple, les autorités, etc. Ce n'est pas bien. Une réaction? Oui, une petite réaction par rapport à ce qui s'est passé avec Kissi, c'est quand même déplorable. Kissi, c'est un député élu par le peuple. Ça veut dire qu'il bénéficie de certaines prérogatives, de certaines humilités. Et dire que par, je ne sais pas, par saute d'humeur, il faut le lyncher. Non, ça ne fait pas sérieux. Je crois que là, l'Assemblée nationale même a un rôle à jouer dans ce sens. Pourquoi pas? Il faut mener des enquêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut lyncher Jean Kissi. Là, moi, je ne suis pas parfaitement d'accord avec ce qui s'est passé. Il faut que dorénavant, le gouvernement, l'Assemblée nationale comprennent la mesure de la chose. Lorsque de tels cas se posent, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un vulgaire élément. C'est un député avant tout. Ça ne fait pas sérieux. Voilà, je vais vous proposer, chers confrères, d'aborder cette fois-ci la page internationale de cette émission. Nous allons nous rendre cette fois-ci en Côte d'Ivoire pour parler de la situation des droits de l'homme et particulièrement du cas Laurent Gbagbo, avec cette pétition lancée par notre compatriote et ancien Premier ministre Joseph Kofigo et l'écrivain ivoirien Bernard Dadié. On va suivre cet élément tout juste après. On reviendra pour le décryptage. Les partisans de Laurent Gbagbo ont lancé depuis mercredi en Côte d'Ivoire une pétition visant à libérer l'ancien président qui reste écroué à La Haye. Le projet initié par l'écrivain centenaire Bernard Dadié et l'ancien Premier ministre togolais Joseph Kofigo vise à recueillir plus de 20 millions de signatures en soutien à l'ancien chef d'État. Pour accompagner ce vaste mouvement de résistance face à l'imposture et comme un devoir de conscience devant l'histoire, les signataires exigent la libération de Laurent Gbagbo, a déclaré l'écrivain au cours d'une conférence de presse mercredi à Abidjan. Cette campagne, qui doit s'étendre sur 3 mois, vise à montrer au monde que la place de Laurent Gbagbo n'est pas à la CPI, mais bien auprès des siens dans son pays, a-t-il souligné. La pétition sera déclinée en version numérique et physique. Selon les organisateurs, un site sera identifié pour la version électronique et la version papier sera imprimée et distribuée dans toutes les localités du pays. Une initiative qui tient également compte de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre ivoirien de la jeunesse, également poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010 dans le pays.
Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons pour le compte de ce numéro de votre émission Antaro Alassane, directeur de publication du journal Vérité des Peuples, et Bernard Alognon, journaliste et analyste politique. Bernard, s'achemine-t-on vers une libération de Gbagbo avec cette pétition lancée par Kofigo et Bernard Dadié? À ce que je sache, Gbagbo n'est pas incarcéré à Abidjan. Il est sur le territoire ivoirien. Je crois qu'ils sont en train de déployer des efforts qui ne vont pas loin, qui ne s'arrêtent que jusqu'à la hauteur ou bien au niveau du nez. Et nous sommes d'accord. C'est pour dire simplement que je ne voudrais pas ici dire que la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire est une crise unilatéralement organisée par Gbagbo. Ça veut dire simplement que, quel que soit le cas, Alassane Ouattara aussi se retrouvera devant les barreaux. Mais il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété, c'est aujourd'hui, vous le voyez. Est-ce que c'est sûr qu'il va être inquiété? Non, mais bien sûr, même il sera jugé. Il sera jugé dans sa tombe. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez une fois vu les vidéos des affres qui ont été commis en Côte d'Ivoire? On avait tué les gens comme on tue d'habitude des chèvres au cours des fêtes. Si vous voulez, je peux vous passer la vidéo, vous allez voir. Mais c'est très horrible. Je connais un peu la situation, parce que j'étais présent sur le terrain. Bien sûr. Mais vous ne pouvez pas me dire actuellement que ces pétitions-là vont faire fléchir la CPI. C'est vrai que l'Afrique peut, à un moment donné, décider de juger les chefs d'État, notamment tel que c'est passé, c'est fait à Dakar, dans le procès Issa Habré et autres. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Mais à l'époque, la Côte d'Ivoire n'était pas, du moins, à même de pouvoir garder Gbagbo à l'intérieur. C'est pour cela qu'il se trouve actuellement à la CPI et autres. Mais il faut quand même faire relever une chose. Les gens qui se cachent derrière le pouvoir actuellement et commettent des affres et font souffrir les populations, ils font des violences sur les populations et autres là. Il faut savoir que tôt ou tard, ils seront jugés, même si ce n'est pas la CPI. Ça va être une justice continentale, une justice communautaire. Comme on l'avait avec le cas Habré. Habré et autres. Monsieur Joseph Kakou Kofigo, je le respecte très bien. Un ancien premier ministre du Togo, je le respecte très bien. Mais je crois quand même que je ne suis pas vraiment dans le secret des dieux, mais ce sont des efforts qu'il est en train de faire avec Bernard Dadié, mais qui ne vont pas aller loin. Je vous assure. Ils ne peuvent pas à demander comme ça à travers des pétitions la libération de M. Gbagbo là-bas de l'autre côté. Je crois quand même que c'est un effort qui est déjà noyé. Voilà. C'est mon point de vue. Voilà. Alassane? Oui, il faut dire que vraiment je rejoins mon confrère Alognon parce que une chose est claire, Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire. Gbagbo est à la CPI. Oui, mais c'est une pétition à l'échelle internationale. Non, parce mais qu'il y aura un site, bien sûr, c'est à l'échelle internationale parce qu'ils veulent recueillir jusqu'à 20 millions de pétitions. C'est possible. Hein? C'est possible, on peut même aller au-delà de 20 millions. Mais est-ce que la CPI tiendra compte de cela? Voilà un peu le problème. C'est normal qu'on demande la libération de Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu ce qui s'est passé, les crimes post-électoraux, c'est tellement affreux. Mais il n'y a pas que le camp de Gbagbo, il y a le camp d'Alassane Ouattara. Mais même les preuves qu'ils ont présentées n'inculpent pas Gbagbo, ne mettent pas en cause Gbagbo. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ratés, voilà. Tout ça, dans les preuves avancées. Mais cette pétition, moi, à mon humble avis, c'est peut-être une peine perdue. C'est normal d'avoir une certaine propension pour la libération de Gbagbo. Mais dans le cas d'espèce, je ne crois pas que la CPI va plier. Ça serait un peu difficile. Bon, je ne sais pas pourquoi l'ancien Premier ministre, comment il s'appelle, Kofigo, et puis Bernard Dadié, un écrivain reconnu sur le plan international, vont, excusez-moi le terme, se ridiculiser. Parce que, bon,
quels que soient les cas. Ouais, Peut-être que il sur les... Non, mais en fait, c'est une action. C'est vrai que sur les médias vont en parler, comme quoi il y aura des agitations, comme quoi il y a Kofiko, il y a Bernard Dadier qui ont demandé à ce qu'on libère Gbagbo, mais ça ne va pas avoir un effet. C'est quand même, c'est là où le problème se trouve. Voilà. On va continuer toujours dans cette lignée pour parler cette fois-ci du procès Jean-Pierre Bemba. Nous allons suivre un peu le verdict et toujours ça on revient pour clôturer cette émission. Il était resté impassible à l'énoncé en mars dernier du verdict, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Un verdict historique de la Cour pénale internationale. Dans le box des accusés, l'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba, l'ex-vice-président congolais, est la première plus haute personnalité condamnée par la Cour pénale internationale, coupable en vertu du principe de responsabilité du commandant de n'avoir pu empêcher ces hommes de commettre ces crimes. Guerre, business, politique composent la figure complexe de ce fils de millionnaire proche du dictateur Mobutu. Un homme d'affaires avant tout qui fuit Kinshasa lorsque les rebelles de Laurent Désiré Kabila prennent le pouvoir en 1997. C'est durant cet exil qu'il fonde son armée, le mouvement de libération congolais. Des journalistes de la RTBF l'avaient rencontré à cette époque. Jean-Pierre Bemba, un homme de paix ou un homme de guerre? Mais en recherchant la paix, oui. Peut-être pas la guerre. Mais la guerre est un mal nécessaire? En ce moment, oui. Pour trouver la paix, il faut passer par là. Rébellion contre le gouvernement congolais, mais aussi soutien extérieur apporté à son allié voisin, le président centrafricain Félix Patassé, confronté à une tentative de coup d'État. Entre octobre 2002 et mars 2003, quelques 1500 hommes des milices de Bemba commettent meurtres, viols, tortures en série en Centrafrique. Hommes, femmes, enfants comptent parmi leurs victimes. Jean-Pierre Bemba paie aujourd'hui ses crimes malgré ses tentatives de rentrer dans le rang. En 2003, il scelle un accord de paix avec le gouvernement de transition de Joseph Kabila. Il est nommé vice-président de la République démocratique du Congo. En 2006, il se présente à la présidentielle, mais échoue. Sa carrière prend fin un an plus tard à Kinshasa, quand le dernier camp retranché de sa milice tombe après de violents combats contre les forces du nouveau président Joseph Kabila. Il sera arrêté en 2008 en Belgique où il s'était exilé depuis. Malgré ses démêlés avec la justice, il n'avait pas renoncé à ses ambitions politiques et comptait se présenter à la présidentielle dans son pays, censé être organisé fin 2016. Voilà, à nouveau de retour sur ce plateau avec nos invités. Bernard Alognon, c'est voilà, le cas Jean-Pierre Bemba qui surgit à nouveau avec 18 ans d'emprisonnement ferme. C'est une situation qui prête un peu à confusion. Ouais, je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Lorsque vous commettez des crimes, vous torturez les gens et autres, et que vous êtes dans le viseur de la CPI, il faut comprendre simplement qu'une fois qu'ils vous trouvent même au niveau de l'océan Atlantique, au niveau de la mer Méditerranée, à quelque niveau que ce soit, et que c'est possible qu'ils puissent te cueillir, ils te cueillent. Et c'est le cas à Jean-Pierre Bemba maintenant. On ne peut pas comprendre comment on peut autoriser des meurtres, autoriser le viol de plusieurs femmes pour pouvoir les ridiculiser, mettre du discrédit sur leur personne et autres. Oh, la femme, c'est la valeur. Vous voyez un peu? Et donc, il est allé loin dans ses exactions et autres. Et une analyse politique, vous voyez, Kabila l'a livré. Et il est là. Donc il faut se méfier normalement des accords politiques. Au-delà de tout ça, là, il est arrêté pour principe de responsabilité. C'est clair, le juge est clair. Principe de responsabilité. Lorsque vous êtes là à la tête d'une institution et que ceux-là qui vous entourent vont commettre des gaffes et autres là, quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez pu faire pour pouvoir arrêter ça? Vous devez démontrer ça. Il n'a pas pu démontrer. Il dit, est-ce que c'est lui qui était sur le terrain là? Mais vous êtes premier responsable de la chose. Principe de responsabilité. Et ils peuvent être aux abois aujourd'hui pour dire quoi que ce soit. Mais une chose que je voudrais ajouter. Nous n'avons pas
pas du tout confiance en nos justices au niveau de l'Afrique ici. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. C'est ce qui fait que la plupart des procès qui doivent normalement se tenir sur le continent en matière de ce genre de choses-là ne seront pas, comment ça s'appelle, appréciés à juste titre ou bien à juste valeur. Il va falloir que ces choses-là se fassent à l'extérieur. Parce que c'est totalement... Ils ont pillé les pays. Vous voyez quelles sont les ressources qui restent maintenant. Qu'est-ce que nous avons en tant que, comment ça s'appelle, finance au niveau des populations et autres là. Ils ont pillé tout, ils ont tout fait, ils ont la main sur la justice. Les juges sont à leur trousse régulièrement. Et inversement, ils sont également aux trousses des juges. Comment est-ce que le juge peut prononcer un verdict à l'encontre des gens? Regardez comment ça s'est passé au niveau du Sénégal. Issa Nabré était conscient qu'il avait commis ces gaffes-là, etc., etc. Il s'est tué. Tout le long du procès, il n'a rien dit. Regardez des gens comme ça, là. Regardez des gens comme ça. Si vous voulez, la vidéo est là. On peut encore revoir ces genres de choses. Tout ce qu'il a commis comme gaffe, etc., etc. On prononce, on sort le verdict. Les femmes sont venues témoigner comme quoi vous avez fait ça. Le gars s'est tué. Il n'a rien dit. Il n'a absolument rien dit. Pour une fois, j'ai connu, ou bien je suis fier d'une justice africaine qui a dit le droit la dernière fois. Voilà. Dans le procès, Issa Nabré. Alassane? Oui, il faut dire que vraiment 18 ans de prison ferme à Bemba, c'est moindre. Hein? Oui, bon, là, puisque au regard des crimes... On ne doit pas souhaiter la prison. Non, mais en fait, il faut être un peu sérieux. La prison, la prison européenne est plus quand même. Mais soyons quand même sérieux, parce que retenez que je vais faire remarquer que Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, avait même requis 25 ans. C'est au regard, puisqu'on a dû jumeler un peu les chefs d'accusation. Il y avait crime contre l'humanité, il y a tant de... Et puis, retenez que on a commis ces crimes-là sur des enfants de 10 à 17 ans. C'est quand même pénible. C'est des crimes de gravité extrême. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, même 18 ans, c'est peu. Ça, ce n'est pas trop de le dire. Hein. Je suis quand même humaniste, mais il faut dire qu'au regard de tout ce qui s'est passé, 18 ans, c'est peu. Mais maintenant, il faut faire remarquer que, généralement, il y a quand même... au sein de la population, les gens critiquent ces pays. Donc je veux généraliser un peu pour dire que aujourd'hui, au Sénégal où on a jugé l'ancien président Issa Nabré, c'était quand même une justice qui a été applaudie parce que est-ce qu'il n'y avait pas une certaine crédibilité? Donc maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'en Afrique ici, lors des sommets, OUA et autres, renforcer peut-être les pouvoirs de cette cour-là? Et maintenant, les Africains peuvent juger les Africains. Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut nécessairement que les Occidentaux intercèdent au sein de cela? Ça veut dire que, est-ce que ce n'est pas faire insulte aux intellectuels africains? Non, mais voilà un peu mon inquiétude dans ce sens-là. Ce sont les intellectuels africains qui se font insulter. Sinon, parce qu'ils voient les choses de façon claire comme ça, là, mais ils disent le contraire. Aujourd'hui, il faut renforcer la cour en Afrique. Pourquoi pas? Jusqu'à 52 États en Afrique, on ne peut pas créer une cour crédible pour juger les criminels. Bon, et puis voyez un peu, lorsque vous faites, vous jetez un regard sur tous ceux qui composent la CPI, la procureure de la République, c'est une noire. Et maintenant, est-ce que ce n'est pas faire un manipuler un peu les gens, on met une noire là-bas et puis c'est celle qui fait le sale boulot. Le sale boulot. Voilà un peu, c'est des questions qu'aujourd'hui, en tant qu'Africain, on doit se poser. Moi, je suis d'accord qu'on juge les criminels. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais nous, les Africains, on peut juger ces criminels. Voilà. Merci bien. Rapidement, parce que nous sommes pris par le temps. Moi, je voudrais dire quelque chose. Ce n'est pas parce que l'autre est en train de tuer qu'on n'arrive pas à l'arrêter dans son élan. Que vous aussi, vous allez vous plaire dans cette sale besogne en tuant aussi. Voilà. Si on vient t'arrêter pour la CPI, on n'arrête pas l'autre pour la CPI. N'en faisons pas de ça un grand débat. Voilà. En tant qu'Africains, il y a quand même une certaine valeur que nous avons. La solidarité, la fraternité. Et je considère que sur ces deux valeurs-là, déjà, normalement, on doit être heureux entre nous. Voilà. Mais quand l'autre s'entête et te crée des ennuis,
te crée des conditions pas possibles. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on les traite? Voilà, merci à vous Bernard d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également à vous Alassane Antarou, effectivement. Et toutes les excuses pour avoir écorché votre nom. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Vérité des Peuples. Comment ça va avec le journal? Ça va très bien. La semaine dernière, on a apparu. Et voilà. Mais cette semaine, nous sommes sur un dossier, donc comme on n'est pas encore prêt pour ce dossier, probablement la semaine prochaine, nous allons sortir. Voilà, bon vent à vous et surtout bon courage. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.